femme, mais en demeurant sur ce poste-là. Ce poste-là, il a déjà été occupé par une femme dans les années précédentes. Donc c'est pas une première, ça a déjà été le cas. Et aujourd'hui, vous avez le poste de directrice générale de la mobilité. En quoi consiste ce poste de direction? C'est quoi les rôles de ces directions de mobilité? Bon, en fait, il y a plusieurs fonctions. Alors c'est un poste dur, mais c'est un poste riche et passionnant. Donc il y a une première mission, c'est d'accompagner les élus dans leurs décisions, de les accompagner dans leur vision de la stratégie, de les aider à avoir une vision de la stratégie, et derrière cette vision de décliner des actions. Puis après, il y a le pilotage des équipes, d'organiser tout ce plan d'action pour que justement il y ait une traduction opérationnelle de cette vision qui peut être à court terme, à moyen terme, à long terme, et qui est assujettie aussi à plein de contraintes, qu'elles soient financières, réglementaires, de commandes publiques, etc. Donc la mission du directeur général, c'est d'organiser toute cette comment dirais-je, énergie à développer. Et donc de faire en sorte que derrière, pour les élus, il y ait des résultats, parce qu'il faut quand même qu'on ait des traductions opérationnelles qui soient visibles pour les usagers et qui servent les usagers. Donc c'est toute la difficulté, c'est de passer de la conception et de l'idée à la réalisation et à la mise en œuvre. On était dans les compétences de votre poste de direction de mobilité. Et il y a un outil clé qui est en train de se construire aujourd'hui, c'est le schéma de mobilité, le schéma directrice de mobilité. Et je sais que vous ne pouvez pas le dévoiler parce qu'il va être présenté dans l'automne, mais en quoi consiste ce schéma, cet outil? Et comment il est construit, en quoi consiste et pourquoi c'est aussi important d'avoir ce schéma de mobilité? Il y a plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'on arrive au bout d'un cycle du précédent schéma qui datait de 2016 et qui avait été conçu intellectuellement bien avant. Donc la métropole a tellement changé que il faut mettre à jour en fait cet élément. Après, il y a un nouvel élément, c'est qu'il y a eu un changement politique. Donc il y a aussi le besoin d'insuffler une nouvelle vision, la vision des nouveaux élus. Donc du coup, il y a la conjonction de ces deux éléments, je dirais même, et du troisième, c'est-à-dire le gros changement qu'a subi la métropole, qui fait qu'il faut de nouveau se réinterroger, vérifier que ce qui était en cours ou les orientations qu'on avait prises précédemment sont toujours les meilleures. Et puis récemment, il y a quand même la contrainte financière qui est devenue très très prégnante, donc il y a des choix à faire, probablement de manière beaucoup plus aiguë que ce que la métropole avait à faire avant. La métropole, c'était une instance, un établissement plutôt riche, réputé comme étant quand même avec des moyens. Mais ces moyens, ils sont... Alors c'est pas que la métropole est devenue pauvre, c'est pas ça, mais ces moyens maintenant, ils sont un peu plus contraints. Normal. Et donc oui, effectivement, il y a des choix, il y a des inflexions à donner. Et puis le territoire a beaucoup changé, donc de toute façon, il faut remettre à jour la vision du territoire et de la mobilité sur le territoire. Alors, ce schéma, pour bien comprendre, c'est un plan à combien d'années? C'est à l'horizon 2030, mais avec un zoom sur le mandat des nouveaux élus, quoi. Donc, on l'imagine à 30 ans. On se projette à 30 ans, mais on commence pour les 6 ans. Voilà, c'est ça. 6 ans, 5 ans 6 ans. 6 ans. Je me trompe avec les 4 ans en Espagne, les 6 ans d'ici. Dans ce schéma, il rentre toute la mobilité. Parce que quand on parle de mobilité, souvent, on pense souvent à voiture, bus et vélo. Mais en fait, la mobilité va au-delà de ça. Il y a énormément d'offres mobilité, il y a énormément de possibilités. Et on rencontre, j'imagine, dans ce schéma, on va voir les plans marche, que je sais qu'a été en train d'être décidé, les plans vélo, j'imagine transport en commun, je veux dire.
différents types de transports en commun. Il y a les tramways, il y a l'RR métropolitaine, potentiellement, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura le métro ou pas. Il y a des autres types de transports. Comment on réussit à mettre tout ça dans un document? J'imagine que le schéma, c'est un document en soi, non? Oui, en effet, ce sera un document, oui, c'est assez riche, ça va être très riche. Je pense que c'est une évolution par rapport au document précédent. C'est-à-dire, en effet, on était plutôt concentré sur un certain nombre de modes assez limités. Mais bon, en même temps, il fallait bien commencer par un bout. Bah oui. Donc, bon, voilà. Et demain, effectivement, il y a une des évolutions, c'est ce panel de solutions de mobilité qu'il faut de toute façon développer. Parce qu'il n'y a pas une solution, il y a des solutions différentes, adaptées à des situations différentes. Et effectivement, il y a eu cette ère assez impressionnante du tramway. Et puis le tramway, il a aussi des limites sur sa manière de servir la mobilité. Et donc il faut envisager les autres modes maintenant aussi. Il y a quelque chose que dans l'autre jour j'ai entendu le président de la métropole, M. Anciani, dire la mobilité, penser à la mobilité, c'est penser à la ville. Et là, c'est une phrase que ça m'a marqué parce que c'est vrai, c'est quelque part, c'est vrai quand on pense à la mobilité, on pense à la transformation de la ville. La capacité de transformation qu'il a la mobilité est énorme, soit pour les tramways, soit pour un métro, soit pour les RER, soit pour les vélos. C'est vraiment une capacité de transformation énorme. Et c'est quelque chose que je crois que c'est pour ça aussi que ça me passionne. Est-ce que Bordeaux, la métropole, a encore un espace de transformation? C'est ça que je me demande fort. Et parfois, on entend dire oui, il faudrait faire ça en métro, en RER, mais la capacité de transformation physique, c'est compliqué. Dire par où on passe les métros, par où ils passent les RER. Comment on prend ces décisions? Est-ce que c'est la métropole? Est-ce que c'est les communes? Est-ce que c'est l'État qui prend la décision de par où il doit passer les grosses infrastructures? Je pense qu'il y a plusieurs sujets dans la question. Je vous ai dit, dans ma tête, c'est pas facile tous les jours. Alors, vous avez raison que le tramway, c'est un élément de transformation de la ville qui est énorme. Mais je pense que c'est vrai pour tous les modes de transport, en fait. Finalement, la route occupe quand même un espace très important dans la ville. Et si on transforme la rue pour faire du vélo, pour faire de la marche, pour faire du tramway, pour faire du bus, on transforme tout autant la ville que quand on fait uniquement du tramway dans une rue, quoi, en fait. Redonner de l'espace aux piétons et aux vélos, c'est transformer la ville, finalement. Donc je pense qu'il y a encore énormément de capacités de transformation, parce qu'aujourd'hui il y a encore énormément d'espaces qui sont dédiés quasiment exclusivement à la voiture. Alors quand je dis ça, c'est pas du tout contre la voiture, c'est juste qu'il y a effectivement physiquement dans l'espace, il y a des espaces aujourd'hui qui sont dévoués à la mobilité, qui peuvent être encore largement transformés en fonction de ce qu'on veut en faire, quoi, de la marche, du vélo, du tramway, de la voiture ou pas. Mais cette capacité, elle existe. Dans toutes les villes, il y a ces fuseaux routiers qui peuvent être transformés en plein de choses différentes. Donc ça, c'est la première question. Et ensuite, qui c'est qui décide? C'est une décision collective, je dirais. De toute façon, nous on fait les études, on regarde les fuseaux, on regarde par où c'est mieux de passer, etc., par où ce sera le moins cher, par où c'est le plus efficace, et puis après il y a souvent des choix entre des tracés un peu différents, et ces tracés-là ils sont soumis à la concertation du public, le plus souvent, et puis après là-dessus émergent les tracés les plus intéressants. Souvent on les améliore en phase de concertation, on améliore un peu les éléments techniques, et puis après c'est les élus des communes concernées avec ceux de la métropole qui finalisent la décision, et c'est comme ça que ça se construit, mais ça se construit avec
avec du temps en fait. Il faut du temps pour justement faire atterrir un cheminement dans la ville qui soit accepté, acceptable et puis qui soit opportun, quoi. Tout à l'heure, vous m'avez dit l'importance dans le côté d'imaginer, de mettre en place des infrastructures, et en partie importante, c'est la concertation avec les usagers. C'est pour nous, dans le projet BAM, c'est un point essentiel pour nous, c'est ce côté de dire comment faire que les usagers ils participent et ils se tiennent en compte et qu'ils puissent co-construire avec les différentes institutions, les collectivités, les associations, les entreprises, et comment faire participer ces usagers. Et là, il y a les concertations que vous mettez en place. Est-ce que c'est facile de réussir à trouver les informations, trouver vraiment les attentes, les besoins des usagers pour après imaginer comment va être la mobilité dans la métropole dans les prochaines 6, 7, 10 années? Ben non, c'est pas une chose facile en fait. Nous, on a une approche technique en fait. Historiquement, on a une approche très technique de la mobilité. Comprendre les besoins des usagers, c'est autrement plus compliqué, quoi. Comprendre les vrais besoins du terrain, c'est quelque chose qui est pas tellement, enfin c'est difficilement perceptible parce que vous avez un besoin et vos collègues ils en ont d'autres, et puis ça peut vous convenir, mais à d'autres ça ne peut-être ça leur conviendra pas. Et donc comprendre ce qu'il faut qu'on réalise pour satisfaire les besoins, sachant que les besoins c'est pas que une offre d'infrastructure, derrière c'est aussi des services, c'est les tarifs, c'est les horaires, c'est les combinaisons de modes qui vont vous permettre de faire votre trajet. Donc tout ça c'est très compliqué, donc comprendre les besoins du terrain et puis après les traduire en projets pertinents, c'est vraiment compliqué. Alors effectivement ces dernières années, je pense que la conception des projets, des politiques, elle a beaucoup changé. Et il y a quand même une implication, une discussion, un dialogue qui s'engage avec les parties prenantes, alors soit leurs représentants à travers des associations ou soit directement par des dispositifs de participation qui peuvent être variés, où on fait effectivement, où on écoute la parole des habitants et des usagers, mais ça reste quand même l'exercice reste quand même compliqué parce qu'il y a l'expertise d'usage et puis il y a l'expertise technique, et puis il faut arriver à faire en sorte de faire émerger les bonnes solutions, et parfois elles ne sont pas forcément convergentes. Ou alors techniquement, financièrement, réglementairement, il y a toujours des obstacles qui sont compliqués à franchir. Donc non, c'est pas simple, mais c'est indispensable, et c'est pas non plus, ça garantit pas non plus qu'on trouvera des solutions innovantes, différentes, meilleures, mais c'est quand même obligatoire, parce que sinon on s'écarte trop des vrais besoins et de la réalité du terrain. Donc faut vraiment que ça soit une étape du projet. Après, il y a la concertation, puis après il y a la décision. Et là, c'est la difficulté de la co-construction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qui prend les décisions? Et aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on n'est pas dans l'exercice de co-construction, hein. On est dans un exercice de concertation, de participation, de consultation. Mais effectivement, la décision, elle reste dans les mains des élus, hein, dont c'est le rôle, je dirais, de base, c'est-à-dire de prendre les décisions pour la population par le processus des élections, quoi. Et en fait, je me répète à chaque fois, hein, mais je suis passionné de la mobilité. Et une autre des raisons pour lesquelles, c'est l'exercice que vous venez de décrire, qui est extrêmement compliqué et en même temps passionnant, parce que la mobilité, il faut la imaginer de façon collective. C'est pour les collectifs, on l'imagine pour toute la société d'un territoire.
Mais en même temps, la mobilité, c'est un déplacement individuel. On l'imagine, voilà, comment doit être fait, mais après, chaque personne va décider comment va se déplacer. Alors, je pense que la mobilité, c'est l'expression de sa liberté quelque part, individuelle. Ça, c'est quand même très important. C'est un champ où on est libre de faire ce qu'on veut finalement. On a le tramway qui passe devant chez soi, mais si on veut y aller à pied, ben, on y va à pied, quoi. Donc chacun est libre de sa mobilité. Donc ça, c'est une vraie richesse pour la population. Nous, on vient juste en appui, mettre en œuvre des solutions et à chacun de faire ses choix de mobilité, justement. Mais ça veut dire qu'il y a des multitudes de possibilités, au final, dans les déplacements, et que c'est pas la collectivité qui maîtrise les déplacements de ses usagers. C'est chacun qui maîtrise sa propre mobilité. Et ça, c'est ça qui est compliqué à résoudre, au final, parce qu'on aura beau... je sais pas, mettre en place une piste cyclable, si vous voulez pas faire de vélo, bah ça marchera pas, quoi. C'est là que ça rentre un concept que nous, dans l'association BAM, on travaille beaucoup, et aussi à l'ADEME et les associations, c'est le changement de comportement. On peut, comme vous venez de dire, on peut mettre des pistes cyclables, des autoroutes, des transports en commun, n'importe, on peut construire un nouveau tramway, mais c'est le changement de comportement, c'est l'individu qui va décider s'il l'utilise ou pas. Et bien évidemment, on vit dans une époque de l'histoire dans laquelle on est menacé pour le changement climatique. Il y a des enjeux super importants que ça ne correspond pas uniquement à la ville ou à la métropole, à la Gironde, c'est toute la planète. Il y a des enjeux très importants par rapport à ça. Et on est tous d'accord, presque tous, sur ces changements de comportement nécessaires de passer de toute voiture à avoir un panel beaucoup plus large pour avoir une mobilité plus alternative à la voiture tout seul. Mais comment on fait pour ces changements de comportement? Comment on peut réussir à, je ne sais pas si je dois utiliser le mot convaincre, à une personne qui se déplace tout seul dans sa voiture pour faire 3 km, de qu'il y a des autres possibilités? Ça, c'est un problème ou une question qu'on voit dans tous les sujets environnementaux. Comment on fait pour que vous économisiez de l'eau? Comment on fait pour que vous économisiez de l'énergie? Comment on fait pour que vous choisissiez des produits locaux? Comment on fait pour que vous changiez votre mobilité? Donc là, le changement de comportement, c'est quelque chose qui est quand même au cœur de beaucoup de stratégies dont beaucoup on rêve. On rêve qu'il y ait des changements de comportement sur différents secteurs d'activité. Et je crois qu'on n'a pas trouvé, et on n'a pas encore trouvé la solution, parce que sinon, sinon on ne serait pas arrivé à cette situation. On voit bien que c'est le nœud du problème, quoi. Comment on fait changer les comportements? Alors, il y a plein de sociologues, de spécialistes de comportement, je ne sais pas comment on les appelle, mais qui ont regardé ces questions, parce que ce n'est pas les solutions techniques qui font changer les gens de comportement, c'est des leviers différents, c'est vos enfants, parce qu'ils vont vous donner la honte en vous disant que vous ne recyclez pas je sais pas, les bouteilles de verre ou les cartons, c'est des choses qui sont différentes, sur lesquelles on n'a pas de levier. Alors, faut donner envie un minimum, c'est sûr, il faut donner au moins, faut au moins que vous ayez la piste cyclable en bas de chez vous si vous voulez faire du vélo. Parce que si vous n'en avez pas, déjà, c'est clair que vous n'aurez peut-être pas du tout envie d'y aller. Mais qu'est-ce qui fait que ça va déclencher un changement de comportement? Ça, c'est très compliqué, quoi. C'est vraiment très compliqué. Alors, nous, on voit que quand est-ce que les gens changent de comportement? Ça, par contre, on le voit, c'est quand ils déménagent, par exemple. Donc là, on sait qu'il y a un coup à jouer quand les gens ils s'installent, quand ils viennent d'ailleurs, qu'ils changent de ville. Souvent, c'est à ce moment-là qu'ils mettent en place des nouvelles habitudes. Donc, mais ça, c'est pas parce qu'il y a une infrastructure au pied de chez eux, c'est parce qu'il y a un changement de vie qui accompagne un changement de comportement. Quand est-ce qu'il y a un changement de comportement? C'est aussi quand on met des contraintes.
Mais ça, c'est compliqué de piloter le changement de comportement par la contrainte. Mais c'est une vraie solution. C'est ce que certaines villes ont fait, par exemple, sur la mobilité, en mettant en place des péages urbains, par exemple, à Londres, en interdisant le stationnement. Si vous interdisez le stationnement, forcément, ou vous le faites payer, forcément, les gens ils vont éviter de venir en voiture, quoi. Donc ça, c'est du pilotage par la contrainte. Ça marche un peu, mais ça a ses limites. On ne peut pas tout gérer par la contrainte non plus, quoi. On ne peut pas bloquer la ville. Donc voilà, donc on peut agir sur l'envie, on peut agir par la contrainte, on peut agir sur les enfants pour que leurs parents ils fassent des choses. Mais on n'est pas, on n'a pas trouvé la solution pour, comment dirais-je, rendre les changements de comportement massifs. C'est vraiment ça, c'est un sujet de transition, de transition écologique, mais de société. C'est vraiment un sujet de société qui est bien plus important que sur la mobilité, quoi. Et l'autre jour, j'étais en train de lire une étude que c'était sur la mobilité et la santé. La santé en ville, elle est liée complètement à l'effet des pollutions de la mobilité, elle est super important. Et quelque part, c'est difficile de convaincre. Il y a eu un politique de mon pays qui a dit non, mais la pollution, on ne la voit pas, ça n'existe pas, on ne la voit pas. Elle est où la pollution? Il me dit waouh, c'est énorme, mais c'est vrai, la pollution, elle est là. Ça, c'est un des leviers de changement de comportement, hein. C'est effectivement la prise de conscience des impacts sur la santé. La santé, c'est quelque chose qui fait bouger les gens, c'est sûr. Il y avait une étude comme ça de l'ADEME qui justement listait les leviers de changement de comportement. Il y a l'argent, l'impact sur le porte-monnaie, de manière très concrète. Hein. Si ça vous coûte moins cher, vous avez tendance quand même à changer un peu vos comportements. Il y avait la santé, et très loin derrière, il y avait l'impact sur la planète, quoi. Là, c'est clair, quoi. Hein. Donc, c'est pas ça qui fait changer les gens de comportement. Alors certains, oui. Mais c'est un petit nombre. Les autres, ils changent de comportement pour d'autres raisons, en fait. Hein. Plus facile, plus performant, moins cher. Moins cher, ma santé, la santé de mes enfants, ça marche, ouais. La santé de la planète, c'est pas encore un critère. Mais ça avance. Toutes les études le montrent. Hein, c'est vraiment c'est consensuel sur cette conclusion-là, quoi. C'est pas grave si au final ça fait quand même bouger les comportements. C'est quoi les enjeux, là je change complètement, c'est quoi les enjeux de la mobilité des territoires de Bordeaux Métropole dans les prochaines années, des grandes lignes? On doit travailler sur quoi? Il y a une croissance démographique, il y a un dynamisme de la métropole qui est quand même très important. Donc il y a un problème, c'est que plus on est nombreux, plus il y a de mouvements. Et plus il y a de mouvements, plus il y a de difficultés à circuler sur la métropole ou à circuler en tramway, parce qu'il y a un problème de saturation sur les solutions de mobilité, que ce soit la voiture ou le tramway. Et puis peut-être, j'espère, dans quelques années, peut-être il y aura trop de monde sur nos pistes cyclables, j'en sais rien. Mais ça arrive d'ailleurs. Au centre-ville de Bordeaux, il y a des endroits où il y a la saturation est là. On se rend compte qu'il commence à y avoir certains tronçons saturés, oui. Donc ça, c'est le vrai enjeu, quoi. C'est effectivement, aujourd'hui, l'attractivité du territoire, elle est tellement importante qu'il faut arriver à réguler en permanence le flux de mobilité qui chaque année s'accroît. Donc ça c'est l'enjeu numéro 1. Et puis ce flux de mobilité, il se traduit par des émissions polluantes. Donc ça c'est un enjeu, c'est l'enjeu environnemental qui est sous-jacent à la mobilité. Donc après il y a la problématique de l'accès à la mobilité pour tous les publics, donc à la fois les personnes âgées, mais les personnes à mobilité réduite, les personnes qui n'ont pas les moyens financiers de se payer un abonnement TBM chaque mois. Enfin, il y a ces problèmes-là, et puis il y a la répartition des solutions sur le territoire.
sachant que les gens qui arrivent sur la métropole aujourd'hui, c'est pas que des habitants de la métropole. Il y a énormément de personnes qui viennent de l'extérieur de la métropole, parce que la métropole, elle concentre la quasi-totalité des emplois, des services, de l'université, des hôpitaux. Et donc tous les jours, il y a énormément de gens qui viennent de l'extérieur pour passer leur journée sur la métropole. Et donc les solutions de mobilité, elles ne s'arrêtent pas au contour de la métropole finalement. Donc il faut aussi envisager cette échelle qui est beaucoup plus vaste que le territoire métropolitain. Karim, vous êtes en train de me compliquer la tâche. Alors, on a 28 communes. Chaque mairie, il y a son mot à dire. Il y a la métropole, mais aussi il y a les communes et les intercommunalités extérieures. Comment on fait ça? C'est vraiment très très compliqué. Est-ce qu'il y a... Ça joue uniquement dans côté politique, ou aussi, on va dire, les techniciens, il y a un jeu à jouer, ou c'est vraiment les politiques qui fait sa transition entre différents territoires? Il y a les deux en fait, hein. Il y a des discussions effectivement de techniciens, et puis il y a surtout un dialogue entre les territoires, hein, qu'il faut animer. Et puis après, bon, évidemment, il y a aussi des collectivités qui ont une dimension supérieure en termes de territoire à la nôtre, c'est le département et la région. Et puis il y a des syndicats de mobilité aussi qui sont là pour ça, pour justement se dialoguer les différentes collectivités. Mais de manière générale, une évolution importante, hein, de la mobilité, c'est justement la mise en dialogue de tous les acteurs, hein. Aujourd'hui, c'est pas la métropole toute seule qui fait la mobilité de demain. Il y a, au sein de la métropole, il y a les associations, il y a les habitants à titre individuel, il y a les entreprises, et puis en dehors de la métropole, il y a tous les autres, quoi. Donc le futur schéma des mobilités, ça fait partie de l'inflexion qu'il doit prendre, c'est que demain, la mobilité, c'est pas que la métropole, c'est pas que les élus de la métropole, les techniciens de la métropole, c'est forcément la somme d'actions qui vont être partagées avec différents niveaux dans le territoire, au-delà du territoire. Donc c'est mettre tout ça en dialogue. Je vois les gestes de mes collègues, on arrive à la fin de notre timing, de notre temps. Comme à chaque fois qu'on fait l'interview, on fait un petit cadeau à toutes les personnes. Parce que vous pouvez l'ouvrir. J'ai rien apporté. Mais vous avez apporté la parole et les questions, les réponses que je vous ai posées. Attention alors. Hein. Non, c'est. Je sens le mug. Je sais pas qu'est-ce que peut être. L'idée, c'est notre projet BAM, c'est un projet fédérateur dans lequel on veut que tout le monde fasse partie, des usagers, des associations, des entreprises et des collectivités. Voilà, merci à vous d'être avec nous et d'avoir partagé ce moment. Et BAM, c'est à vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Non, pas encore. Oui, non,